Ma fiancée m'a envoyé un message, je suis à la clinique, je me fais @vorté. Tes gènes ne sont pas assez bons pour mon avenir. J'ai répondu, ok. Ensuite, j'ai annulé le lieu du mariage et vidé notre compte commun. 48 heures plus tard, l'avocat de son père me menaçait d'un procès pour dommages émotionnels. Ma fiancée m'a envoyé un texto, un simple message qui a complètement bouleversé ma vie. Je suis à la clinique. Je me fais avorter. Tes gènes ne sont pas assez bons pour mon avenir. J'ai juste répondu. Ok. Puis j'ai pris une grande respiration, annulé la réservation du lieu du mariage et vidé notre compte commun. 48 heures plus tard, l'avocat de son père me menaçait d'un procès pour dommages émotionnels. J'ai 32 ans. Ce message, je l'ai reçu à 11h47, un jeudi matin, pendant une réunion budgétaire au boulot. Ma fiancée, 29 ans, m'écrit pour me dire qu'elle est à la clinique, qu'elle met fin à la grossesse, parce que, d'après elle, mes gènes ne sont pas dignes de son futur. Elle explique qu'elle y pense depuis des semaines, qu'elle veut des enfants grands, athlétiques, avec un meilleur patrimoine génétique. Et moi, avec mon 1m75 et ma calvitie naissante, je ne faisais pas partie du plan. Ma future famille mérite une meilleure génétique, a-t-elle ajouté. Et pour conclure, elle a écrit. Bref, c'est fait. Ne dramatise pas. J'ai relu ces mots 3 fois. Nous étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 8 mois, et notre mariage devait avoir lieu dans 6 semaines. Les invitations étaient parties, tout était prêt. Pendant que mon directeur financier parlait des projections du 3e trimestre, ma fiancée m'envoyait un message pour m'annoncer qu'elle avait avorté de notre enfant, parce que je n'étais pas génétiquement à la hauteur. Et le plus ironique, c'est que je n'avais même pas la moindre idée qu'elle était enceinte. Je me suis levé, j'ai dit que je ne me sentais pas bien, et j'ai quitté la salle. J'ai conduit jusqu'à la maison, sans musique, sans pensée. Juste le silence, le pilote automatique. L'appartement était vide quand je suis arrivé. Elle devait encore être à la clinique, en train d'évaluer mes chromosomes. J'ai ouvert le dossier du mariage sur mon ordinateur. Il était temps de faire le ménage. À 11h58, j'ai appelé le lieu de réception. Bonjour, je dois annuler le mariage prévu le mois prochain. Oh, que s'est-il passé? Des différences irréconciliables. Malheureusement, les annulations à moins de 45 jours impliquent la perte du dépôt. Il reste combien de jours? 42. Très bien. Envoyez-moi la confirmation par email. Perte, 12 000 $. Une somme, certes, mais un petit prix à payer pour ma tranquillité. À 12h15, j'ai appelé la banque. On avait un compte commun, réservé aux dépenses du mariage. J'y avais versé environ 42 000 $, tirés de mes primes et commissions. Elle y avait mis environ 4 000 de son salaire en marketing. J'ai dit au conseiller. Je veux retirer les fonds que j'ai déposés. Monsieur, il faut la signature des 2 titulaires. Je suis allé sur place avec 2 ans de relevé bancaire. J'ai prouvé que l'argent venait de moi, j'ai retiré mes 42 000 $ et laissé les siens. Transfert fait sur mon compte personnel, auquel elle n'avait jamais eu accès. À 13h30, j'ai appelé la bijouterie. Le saphir de ma mère était en train d'être serti sur la bague de fiançailles, un modèle en platine, fait sur mesure. 6 800 $. La pierre a-t-elle déjà été montée? Pas encore. Parfait. Gardez le dépôt, je veux juste récupérer le saphir. 1 heure plus tard, la pierre était de retour à la maison, en sécurité. À 15h, j'ai annulé la lune de miel en Grèce. Perte, 2 400 $ de frais, mais j'ai récupéré un avoir. À 15h45, j'ai envoyé des emails aux photographes, aux DJ, aux fleuristes. Tout annulé. Encore 3 000 $ de dépôts envolés. Quand elle est rentrée à 18h, tout était déjà terminé. Mariage défait, avenir effacé. Bilan total, environ 18 000 $ perdus. Mais chaque centime en valait la peine. Elle avait l'air épuisée. Salut. Salut. Tu as vu mon message? Oui.
Silence. Tu ne vas rien dire? J'ai annulé le mariage. Son visage s'est vidé de toute couleur. Quoi? J'ai appelé le lieu cet après-midi. Tout est annulé. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Si. J'ai payé pour tout. Mais on peut reprogrammer. Je ne voulais pas dire qu'on ne devait pas se marier. Je l'ai regardé. Tu as avorté de notre bébé parce que tu trouves mes gènes médiocres et que je perds mes cheveux. Pourquoi j'épouserais quelqu'un qui pense comme ça? J'ai juste été honnête. La compatibilité génétique, ça compte. Tu as dit toi-même que tu y pensais depuis des semaines. Donc ta décision était prise. Moi, j'ai pris la mienne. Elle s'est mise à pleurer. C'est de la folie, tu exagères. Ah, et j'ai retiré mon argent du compte commun. Tes 4000 $ y sont toujours. Équitable, non. Cet argent, c'était pour notre avenir. On n'a plus d'avenir. Tu l'as clairement dit à 11h47 ce matin. Ses larmes se sont changées en colère. Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est de l'abus financier. C'est mon argent. J'ai les preuves. Je vais appeler mon père. Parfait. Tu veux que je commande une pizza? Elle est partie furieuse dans la chambre, a claqué la porte et s'est mise à appeler quelqu'un. À travers les murs, je l'entendais pleurer et dire « Il est fou, j'ai besoin d'aide. » J'ai commandé la pizza quand même. J'ai lancé un film. Et, étrangement, je me suis senti en paix pour la première fois depuis longtemps. Mise à jour 48 heures plus tard. Vendredi, 9h du matin. Mon téléphone a sonné, numéro inconnu. C'est Alex? Lui-même. Ici Maître Reeves, du cabinet d'Avison et Partners. Je représente la famille de votre fiancé. Il me dit qu'ils veulent discuter de certaines actions préoccupantes que j'aurais entreprises. Vous avez annulé un mariage sans consultation, vidé un compte commun et menacé d'expulser notre cliente. Ces actions constituent un abus financier et un préjudice émotionnel. Nous sommes prêts à déposer plainte, à moins que nous ne trouvions un arrangement. Un arrangement pourquoi, exactement? Restituer les fonds, rétablir les préparatifs du mariage et verser une indemnisation de 50 000 $ pour les dommages émotionnels. Je me suis retenu de rire. Votre cliente m'a dit que mes gènes étaient inférieurs et qu'elle avait avorté de notre enfant pour avoir une meilleure lignée. J'ai annulé un mariage que j'ai payé, récupéré mon argent. Ce n'est pas illégal. Ma cliente traversait une crise médicale. Ses propos étaient le résultat d'un stress émotionnel. Votre réaction, elle, était calculée et punitive. Une crise médicale qu'elle planifiait depuis des semaines? Elle l'a écrit elle-même. L'avocat a conclu en précisant qu'elle n'était pas expulsée et elle vivait toujours dans mon appartement, dont je payais le loyer et que, malgré tout, il poursuivrait l'affaire. Vous aurez bientôt de nos nouvelles, a-t-il ajouté avant de raccrocher. Elle est sortie de la chambre quand j'ai reposé le téléphone. C'est ton père qui a demandé à son avocat de m'appeler, ai-je demandé. Oui. Elle m'a tendu le combiné. Il veut que tu lui donnes 50 000 $ pour dommages émotionnels et qu'on reprogramme le mariage. Tu vois? Même lui pense que tu as tort. Je lui ai répondu que, non, il se trompait. Puis, sans attendre, il a enchaîné, et au fait, tu devrais commencer à chercher un autre logement. Je veux que tu partes d'ici la fin du mois. Tu veux me mettre dehors? Je te demande de quitter mon appartement, celui que tu ne paies pas. 2 semaines de préavis, c'est suffisant. J'habite ici depuis 2 ans. C'est ma maison. Ton nom n'est pas sur le bail. Tu étais une invitée. Il est temps que tu t'organises. Elle a appelé sa mère en haut-parleur. Maman, il me met dehors. Il a tout annulé, pris l'argent, tu dois lui parler. La voix de sa mère a rugi au téléphone, passe-le-moi. On m'a tendu l'appareil comme une arme. Allô? La mère a attaqué, comment oses-tu traiter ma fille ainsi,
après tout ce qu'elle a traversé? Elle a pris une décision médicale difficile et tu l'as punie. J'ai expliqué calmement, elle m'a dit que mes gènes étaient inférieurs et qu'elle avait avorté de notre enfant parce qu'elle voulait des enfants plus grands et plus athlétiques. Ce n'est pas une décision difficile, c'est de l'eugénisme. Et tu trouves normal que j'annule un mariage que je finançais? La mère a répliqué que sa fille avait paniqué et que j'aurais dû la soutenir. Supporter quoi, exactement, à qu'elle mette fin à une grossesse pour des critères génétiques? Non merci. Je lui ai rendu le téléphone. Ma fiancée sanglotait. Tu es cruel, a-t-elle dit. Moi, je suis pragmatique. Tu as détruit la relation. Je gère la logistique. Dimanche soir, son père est venu en personne. Grand type, propriétaire de plusieurs concessions automobiles, il a frappé à la porte comme s'il venait exécuter un mandat. J'ai ouvert. On doit parler, d'homme à homme, a-t-il dit. Il est entré, tout en posture et rouage autoritaire. Ma fille a fait une erreur. Elle a dit des choses qu'elle ne pensait pas. Mais tu ne peux pas la terroriser financièrement. Je lui ai répondu que je n'avais terrorisé personne, j'avais annulé le mariage et repris l'argent que j'avais versé. Ce mariage impliquait nos familles, des invités, et des questions professionnelles de son côté, m'a-t-il rétorqué. Tu nous as couverts de honte. Je lui ai rappelé que sa fille s'était couverte de honte toute seule en envoyant ce message. Il a marmonné que les femmes sont émotionnelles et que j'aurais dû être l'homme mature. Le plus mature, ai-je demandé. Ta fille m'a traité de génétiquement inférieur. Il a approché, jusqu'à ce que nos visages se touchent presque. Tu fais une grosse erreur. Ma fille est un bon parti belle, diplômée, d'une bonne famille. Toi, tu es un cadre moyen dans une boîte tech. Je l'ai regardé droit dans les yeux, tu penses que je ne trouverai pas mieux? C'est déjà fait. Il m'a lancé une insulte, m'a conseillé de partir avant que ça dégénère, m'a fixé quelques secondes, puis a claqué la porte si fort que le cadre a tremblé. Ma fiancée est sortie de la chambre et m'a dit, tu l'as mis en colère. C'est ton problème. Lundi matin, un email de Maître Reeves est arrivé, pièce jointe, une plainte officielle. Il me poursuivait pour des frais de mariage partagés de $46 000, $25 000 pour dommages émotionnels et atteinte à la réputation, et $15 000 pour enrichissement injustifié après le retrait de la somme commune. Total demandé, $86 000. Pour avoir annulé mon propre mariage et récupéré mon argent. J'ai appelé un pote de fac qui m'a recommandé la cousine de sa femme, avocate en droit de la famille. Consultation, $500. Elle a lu la plainte et s'est mise à rire. C'est une blague, m'a-t-elle dit. Il compte sur ta peur pour te faire payer. Mais légalement, tu n'as rien fait d'illégal en retirant tes fonds ou en annulant un mariage que tu finançais. Elle a résumé, les dommages émotionnels exigent la preuve d'une intention malveillante et ils n'en ont pas. Le juge classera probablement l'affaire sans suite. Combien pour s'en occuper? Environ $3 000. Je dépose une requête de rejet, et on en finit. Fais-le, ai-je répondu. Mardi après-midi, elle était toujours dans l'appartement, à traîner, à manger ma bouffe, à utiliser mon compte Netflix comme si rien ne s'était passé. Tu as commencé à chercher un appartement, lui ai-je demandé. Je ne peux rien payer avec mon salaire. Pas mon problème. Et je vais vivre où? Les parents peuvent m'aider. Ma sœur aussi. Débrouille-toi. Tu ne seras pas à la rue, tu as de la famille. Tu veux juste pas être mal à l'aise. C'est là que son vrai sens du privilège est apparu. Mise à jour 2 semaines plus tard, elle refusait toujours de partir. Le 14 est passé, puis encore des jours, et elle restait, comme si tout cela n'était qu'un accroc passager. J'ai dû entamer une procédure d'expulsion officielle. Ici, la loi est claire, même sans bail écrit, si quelqu'un occupe un logement depuis plus d'1 an, il faut suivre la procédure légale. J'ai donné un avis de 30 jours frais, $250. Elle m'a accusé d'être vindicatif, d'abus. Moi,
je lui ai répondu que c'était la loi sur la propriété, elle n'a plus aucun droit d'occuper mon appartement après la rupture. Son père n'a pas attendu, il m'a laissé un message vocal menaçant ma carrière, je connais le PDG de ta boîte, on est dans le même club. Un mot de moi et ta carrière est finie. Annule l'expulsion et règle un accord, ou je te détruis. Charmant. J'ai sauvegardé l'enregistrement et l'ai envoyé à mon avocat. Mon avocat l'a qualifié de menace et de harcèlement. On peut déposer une demande d'ordonnance restrictive si tu veux, m'a-t-il proposé. Pour l'instant, j'ai préféré attendre et voir comment leur plainte évolue. L'audience pour demander le rejet de leur plainte était programmée 3 semaines plus tard. En attendant, mon ex a lancé une offensive sur les réseaux sociaux, elle a posté sur Instagram. Le message disait en substance que quand la personne que tu aimes utilise ta vulnérabilité comme arme et te punit pour une décision médicale difficile, il fallait prier pour la guérison et la justice. Les commentaires ont rapidement afflué. Tu mérites tellement mieux. Il montre enfin son vrai visage. Quel narcissique. Quelques amis communs m'ont contacté en privé. Mec, que s'est-il passé, m'ont-ils demandé. Elle raconte que tu l'as mise dehors après une fausse couche, m'a-t-on dit. Mais ce n'était pas une fausse couche. Elle avait avorté parce qu'elle jugeait mes gènes insuffisants. J'avais annulé le mariage. Maintenant elle faisait une histoire. Certains amis se sont éloignés, j'en ai perdu quelques-uns qui ont trouvé que j'avais été trop dur. Ce n'était pas la fin du monde. J'ai appris qui étaient mes vrais alliés. Puis elle a fait une erreur qui a tout accéléré. Vous vous souvenez que je disais qu'elle travaillait dans le marketing? Elle bossait dans une agence de taille moyenne, pas loin du centre. J'avais déjà rencontré sa chef à quelques événements pro, une femme polie et affable. Mon ex a décidé d'appeler le service RH de ma boîte pour porter plainte, selon elle, j'étais instable, je faisais des menaces et elle craignait pour sa sécurité. Les RH m'ont convoqué. J'y suis allé avec mon avocat. Ils nous ont dit qu'ils avaient reçu une plainte anonyme disant que j'aurais eu un comportement menaçant envers une ex-compagne. Mon avocat a pris la parole tout de suite, il a expliqué que j'avais des preuves montrant que c'était moi la victime de harcèlement et de menaces, fomentées par mon ex et sa famille, et que j'avais engagé une procédure d'expulsion légale sans contact personnel depuis. S'ils avaient des accusations précises, nous voulions les voir. La directrice RH a paru mal à l'aise, la plainte était vague, juste une inquiétude venue d'un courriel externe d'origine inconnue. En clair, une plainte anonyme, sans preuve. Mon avocat a souligné que c'était du harcèlement contre moi, une tentative de pression parce que j'avais refusé de céder à un accord absurde. S'ils agissaient sur cette base, nous aurions des motifs pour une action pour licenciement abusif. Les RH ont reculé immédiatement. Ils ont noté que la plainte semblait infondée et m'ont remercié pour mon temps. Je suis retourné au travail, mais j'étais furieux. J'ai retrouvé la carte de visite de la chef de mon ex, conservée depuis la fête de fin d'année, et je l'ai appelée. Bonjour, c'est Alex. On s'est rencontrés à la fête de fin d'année, je voulais juste vous prévenir d'une situation concernant votre employé. Je lui ai dit la vérité sans détour, je n'allais pas bien, la rupture s'était mal passée, elle avait déposé une plainte mensongère au RH de ma boîte, et son père m'avait menacé. Je pensais qu'elle traversait une crise. La chef m'a dit que ce n'était pas dans son comportement habituel et qu'elle allait surveiller la situation. Quelques jours plus tard, un ami m'a expliqué que la chef l'avait convoqué pour un entretien de suivi, un check-in sur son bien-être. Lors de cet entretien, on lui avait demandé si tout allait, si elle avait besoin d'un soutien psychologique ou d'autres ressources. Selon ce qu'on m'a raconté, elle s'est effondrée en larmes pendant 2 heures, répétant que j'avais détruit sa vie. La chef lui a proposé de prendre un congé non payé pour régler ses problèmes personnels. Et là, ça a basculé. Mon ex a posté sur Facebook une accusation, ma patronne me discrimine à cause de mes décisions médicales. Ce post a été vu par sa chef. Le lendemain, mon ex a été licencié pour conduite inappropriée sur les réseaux sociaux et pour atteinte à l'image de l'entreprise. Résultat, elle se retrouvait au chômage, continuait d'occuper mon appartement alors qu'une procédure d'expulsion était en cours,
et faisait face à un procès qui, selon mon avocate, ne tiendrait probablement pas. L'effondrement a été spectaculaire. Mise à jour finale. Le procès a effectivement été classé, exactement comme mon avocate l'avait prévu, une seule audience a suffi. Le juge a parcouru la plainte, a regardé l'avocate adverse et a demandé, « Maître, qu'est-ce que tout ceci, sinon une personne en colère d'avoir été larguée ?» L'avocate a tenté d'argumenter sur des « dommages émotionnels », mais le juge l'a interrompu. Il a annulé son propre mariage et retiré son propre argent. Ce n'est pas illégal. Le juge a déclaré la requête de rejet et m'a même accordé 4 200 $ au titre des frais de justice. Au final, son père a dû me verser 14 200 $ en conséquent des pertes de temps et procédures. Devant le palais de justice, son père était livide, la veine au front, furieux, et a marché droit vers moi. « Tu vas le regretter », a-t-il soufflé. Mon avocat s'est interposé, « Monsieur, ce comportement est du harcèlement. » Il a menacé d'un recours pour une ordonnance restrictive si ça continuait. Le père a tourné les talons et est parti en soufflant. Mon ex était assise sur un banc. Elle s'est levée et s'est avancée vers moi, elle avait l'air vidée. Je ne l'avais pas vue depuis qu'elle était partie chez sa sœur pendant que la procédure d'expulsion suivait son cours. « Tu es content, maintenant ?» a-t-elle demandé. « Je n'ai jamais voulu ça », a-t-elle poursuivi. « C'est toi qui as commencé avec ce message. J'ai fait une erreur. J'étais effrayé, j'ai dit des bêtises. Pourquoi tu ne peux pas me pardonner ? » Je lui ai répondu que ce n'était pas des bêtises, c'étaient des mots réfléchis, cruels, auxquels elle avait pensé depuis des semaines. « Tu m'as traité d'inférieur génétiquement, ai-je dit. Ce n'est pas de la peur. C'est du mépris. Je ne le pensais pas, a-t-elle supplié. Si, tu le pensais. Et maintenant tu en subis les conséquences. Tu aurais dû y réfléchir avant. Elle a tenté de me gifler, elle a raté. Mon avocat a saisi son bras, c'est une agression. Partez maintenant, ou nous appelons la police. Elle est partie en pleurant. Une semaine plus tard, l'expulsion est devenue officielle. Le shérif est venu superviser son départ. Elle a enfin fait ses bagages ou plutôt tout jeté dans des sacs poubelles. Sa sœur est venue l'aider. Avant de partir, elle a tenté un dernier discours culpabilisant. Tu as détruit sa vie pour un simple message. Ce message a détruit notre relation. Le reste n'a été que conséquence. Quand elles sont parties, j'ai nettoyé tout l'appartement. J'ai tout lavé, jeté les draps, me suis débarrassé de quelques meubles qui me rappelaient, nous deux. J'ai repeint la chambre. J'ai transformé l'endroit en mon espace, pour de bon. 2 semaines plus tard, l'audience pour l'ordonnance restrictive a eu lieu. Elle ne s'est même pas présentée. Le juge l'a accordée automatiquement, 1 an sans contact. Peu à peu, j'ai découvert ce qui leur était arrivé. Mon ex est retournée vivre chez ses parents. Elle est restée 3 mois au chômage avant de trouver un poste dans une agence plus petite, pour un salaire bien moindre. Dernière nouvelle, elle fréquente un type rencontré dans un bar, mais c'est compliqué. Ses réseaux sociaux ? Que des mèmes sur le vin et des citations sur « survivre au narcissique ». Aucune remise en question. Son père a encore tenté de me menacer d'un procès pour diffamation. Mais il a vite compris que, pour ça, il faudrait prouver que je mentais. Il a abandonné. Apparemment, il parle encore mal de moi à chaque réunion de famille. Sa mère m'envoie des demandes d'amis sur Facebook avec de faux comptes tous les quelques mois. Je bloque, simplement. Obsédé. Même leur avocat a présenté ses excuses aux miens. Il a dit qu'il avait essayé de les convaincre de ne pas aller au procès, mais que le père avait insisté. Et qu'il avait même perdu de l'argent, car ses honoraires ne couvraient pas le temps passé sur cette affaire. Et moi ? Je vais bien. Mieux que bien, en réalité. J'ai fait un voyage au Japon, que j'ai toujours voulu faire. Elle l'avait refusé quand on préparait la lune de miel, disait que l'Asie n'était pas assez romantique. J'ai découvert que voyager seul, c'est fantastique.
J'ai commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, 4 mois après la fin de tout ça. Elle est kinésithérapeute. Elle a éclaté de rire quand je lui ai raconté toute l'histoire. On y va doucement. Elle est formidable. J'ai eu une promotion au travail. J'ai découvert que ne pas vivre dans le chaos libère énormément d'énergie mentale pour avancer. Les 42 000 $ que j'avais récupérés du compte du mariage, ils sont devenus la compte de mon propre appartement. À mon nom. Mon endroit. Sans personne d'autre. Parfois, on me demande si je regrette, si j'ai été trop dur. La réponse est simple, non. Elle m'a envoyé un message disant que mes gènes n'étaient pas assez bons. Que je n'étais pas génétiquement digne de fonder une famille avec elle. Après 4 ans de relation alors qu'elle portait notre enfant. Et ensuite, elle a voulu jouer la victime quand j'ai simplement annulé le mariage et repris mon argent. Après ça, elle m'a poursuivi pour 86 000 $. A tenté de me faire perdre mon emploi. Et s'est fait passer pour une martyre sur les réseaux sociaux. Ma vengeance n'a été que de me protéger. Et de refuser de soutenir quelqu'un qui me méprisait à ce point. Elle voulait fonder une famille génétiquement supérieure. Très bien. Qu'elle le fasse avec son argent, dans son appartement. Parfois, les ordures se révèlent d'elles-mêmes. Il suffit d'y croire. Et de changer de numéro de téléphone. Commentaire M. Reddit A, bien sûr, rien ne crie, famille génétiquement supérieure, comme perdre son travail, se faire expulser et retourner vivre chez ses parents. Une véritable histoire d'évolution, mais à l'envers.